On en parle ce soir avec mes invités pour une semaine dans le monde. J'ai le plaisir de recevoir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Également en plateau, Nicolas Vado, dessinateur pour Le Vif, l'Express et l'Écho, mais aussi vice-président de Cartooning for Peace. On est ravis de vous recevoir. En plateau, également Alex Taylor, qui est journaliste indépendant et spécialiste des affaires européennes. Bonsoir. Bonsoir. Également avec nous ce soir, Marc Semo, journaliste au Monde et en charge des questions diplomatiques. C'était, Marc Semo, finalement une conférence de presse qui nous laisse entendre que Bratislava, il n'en ressortira pas grand-chose. Il faudra attendre mars de l'année prochaine. Au mieux. Au mieux. Au mieux. Mais bon, Bratislava, c'était d'abord l'affichage. C'était présenté comme un sommet de l'apaisement. Les choses vont très mal dans l'Union européenne. Jean-Claude Juncker l'a largement dit dans un discours sur l'état de l'Union qui était quand même extrêmement dramatique dans le ton. Donc, c'était montré que, malgré le Brexit, dans ce sommet extraordinaire parce que justement on est à 27 et pas à 28. Formellement, pour le moment, les Britanniques sont toujours membres de l'Union européenne. Donc, c'est un sommet extraordinaire parce qu'on est à 27, ça n'a pas un vrai statut. Il fallait montrer que l'Europe bouge encore. Alors bon, c'est toujours les mêmes mots qu'emploie François Hollande, qu'emploie Angela Merkel, une Europe qui rassure, une Europe de la sécurité, etc. Dans les faits, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas voir très loin parce que ça tient en un mot. Il y aura les élections au printemps prochain en France pour François Hollande. Il y aura des élections à l'automne pour Angela Merkel. En novembre de cette année, donc 3 mois, Matteo Renzi, le président du Conseil italien, fait un référendum sur des modifications constitutionnelles où il a dit « si je perds le référendum, je démissionne ». Il y a une montée très forte, disons, de l'opinion contre lui, donc il risque de perdre ce référendum. Et c'était l'homme maintenant qui, au-delà du couple franco-allemand, formait le triangle. Avant, il y avait les Britanniques, maintenant, il y avait les Italiens. Donc lui pourrait être démissionné et il serait remplacé par, de fait, le parti, probablement le populiste de Beppe Grillo, le Movimento 5 Stelle, qui est très anti-européen. Il y a aussi l'année prochaine des élections aux Pays-Bas, un président de l'extrême en Autriche, une nouvelle élection présidentielle où l'extrême droite risque de gagner, une Espagne sans gouvernement. Bon, dans cet état des lieux, on ne peut vraiment pas aller très loin et prendre des engagements. Alex Taylor, on avait imaginé que sans les Britanniques, il pourrait avancer d'autant plus vite, mais comme nous le rappelait à l'instant Marc, finalement, les divisions sont telles que ça paraît absolument impossible. Vous l'avez imaginé peut-être, mais écoutez, moi, ça fait 30 ans que je fais des émissions sur l'Europe. J'ai l'impression que je fais le même truc depuis 30 ans. C'est toujours l'Europe ne marche pas. Mais là, c'est vrai qu'il y a une vraie cassure. C'est-à-dire que le fait que les Britanniques, mes compatriotes, ont été assez stupides, enfin, je m'engage pour partir de cette belle union, c'est quand même une crise salutaire. Je ne pense pas qu'on le voit dans le discours qu'on vient d'entendre, comme vous l'avez dit, de la chancelière et de François Hollande, parce que rien n'est moins sûr que le fait que ces deux personnes soient là d'ici un an. Donc, ce n'est pas sur eux qu'il faut compter. Je pense qu'il faut même pas compter sur la France et l'Allemagne, le moteur de l'Allemagne, parce que ça fait longtemps. Enfin, au début de l'Europe, c'était extraordinaire. L'Europe ne se serait pas faite sans le moteur franco-allemand. Mais ce que je lis, moi, beaucoup dans la presse, surtout dans les pays du Visegrad, les pays de l'Est, c'est qu'il y a de plus en plus d'agacement vis-à-vis de ce moteur qui semble exclure les autres. Donc, je pense, moi, que c'est les jeunes qui doivent faire quelque chose. Je peux vous dire que je suis la seule personne sur le plateau à qui on vient d'enlever ce statut de ressortissant de cette belle chose qu'est l'Union européenne. Et ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal parce que tout ce qu'on prend pour des acquis, ces valeurs, quand tout d'un coup, on vous dit vous ne pourrez plus aller travailler et vivre où vous voulez en Europe. Ça fait drôlement mal. Donc, c'est les jeunes. C'est quelque chose d'horrible qui s'est passé aujourd'hui. On a élu la nouvelle dirigeante de UKIP. J'ai regardé de par terre, le parti qui a voulu faire sortir, qui a réussi à faire sortir mon pays de l'Union européenne. Nigel Farage, leur leader charismatique, s'en va. Et c'est une femme, nous aussi, on a une femme dirigeante maintenant de l'extrême droite. Ce qui m'a glacé, moi, c'est que j'ai regardé dans le public, c'est plutôt des vieux qui applaudissent, des vieux qui viennent d'enlever un avenir européen aux jeunes Britanniques. Et je vous conseille de regarder ça. Je l'ai mis sur ma page Twitter. C'est glaçant. Parce que c'est ça. Et quand on les enlève, ces valeurs, il faut que les jeunes européens, parce qu'on ne peut plus compter sur des politiques-là, qui sont là aujourd'hui, qui s'en vont demain, c'est les jeunes. Et il faut que les jeunes défendent ces valeurs, parce que je vous assure, quand on les
on vous les enlève, ces valeurs, ça fait mal. Je vous le confirme, tous les Britanniques de notre rédaction sont en train de demander la nationalité française. Vous avez fait Rassurez-vous, cette image. Alex, j'ai aussi un passeport britannique, mais moi j'ai également un passeport français, donc ça me sauve. Oui, pareil, on est sauvés. C'est très fort, là. Mais non, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'on a vu là, c'est qu'on voit que dès que ça va vraiment mal, on rappelle papa et maman, c'est-à-dire que c'est la France et l'Allemagne qui parlent, les autres Européens n'existent plus. Et on s'aperçoit à chaque fois que ça va mal, pouf, c'est le couple franco-allemand qu'elle a au milieu. Et on s'aperçoit que le reste est inaudible. Moi, j'habite à Bruxelles. Quand on voit ça, on se dit, ça, c'est pas l'Europe. Ça, c'est la France et l'Allemagne. C'est pas l'Europe. Et encore une fois, on entend parler que de la France et de l'Allemagne, pas du reste de l'Europe. Et ça, c'est très inquiétant. Et à part ça, c'est les mêmes lieux communs qu'on a dans les sommets comme ça. Alors, j'ai quelques dessins. On a un souci technique, mais j'ai un dessin que je vais vous montrer qui était sur la déclaration sur l'état de l'Union de Jean-Claude Juncker de l'autre jour à Strasbourg, qui était très bien. C'est un dessin de CAC qui dessine, un jeune dessinateur qui dessine pour le journal L'Opinion en France. Vous voyez, il y a marqué « Juncker tente de réanimer l'Europe ». Et il y a un truc que j'adore dans ce dessin, et je ne sais pas s'il l'a fait exprès, c'est que pour moi, Juncker, il ressemble à Woody Allen. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on est dans la psychanalyse, avec cette espèce de grand ectoplasme dont on ne sait pas s'il va encore vivre sur la plage ou pas. Il essaie de le ranimer, et vous voyez, il mouille la chemise, parce qu'il a même enlevé son costume européen. Il y va, mais moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir Woody Allen. Oui, c'est vrai. Et donc, je pense que l'Europe est vraiment en crise existentielle jusqu'au cou. C'est d'ailleurs l'expression qu'il a utilisée, Juncker, une crise existentielle. On fait partie d'une génération, presque tous autour de cette table, qui avons vécu dans une espèce de période de grâce, où l'Europe était en construction, où il n'y avait que des bénéfices, qu'il n'y avait que les choses qui fonctionnaient plus ou moins bien, mais ça fonctionnait, l'extension, la libre circulation, l'euro, Schengen, et personne s'est dit qu'un jour, l'histoire, elle fonctionne toute seule. L'histoire peut changer les données. Il peut y avoir une crise en Syrie qui va créer une tragédie des migrants qui a impacté l'Europe d'une manière dont je crois qu'on ne mesure pas encore jusqu'à quel point ça l'a impacté. Une des raisons pour lesquelles les Anglais ont voté le Brexit, c'est qu'ils n'ont qu'une trouille, c'est que des centaines de milliers de Syriens ou d'Irakiens débarquent sur leurs frontières. Donc tout ça, ça a joué. Et donc on doit faire avec l'histoire. L'histoire, c'est que l'Europe est menacée. Par contre, si on s'assied 3 minutes tranquillement et qu'on dit on enlève l'Europe, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut parler aux gens. Si on enlève l'Europe, cette Europe que vous décriez tous, bureaucratique, non démocratique, enlevons-la. Remettons des frontières, refaisons 27 petits pays, chacun avec sa monnaie. Voyons voir comment on va discuter avec 1 milliard d'Indiens et 1 milliard de Chinois et 300 millions d'Américains, etc. Et arrêtons d'avoir une stratégie. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de langage. Et ce que disait Alex, je suis assez d'accord aussi, c'est que on voit bien que derrière tout ça, c'est soit on va vers plus de représentation fédérale du pouvoir, soit on va vers plus de frontières et de local. La tendance, si on veut s'en sortir, je pense, moi je fais partie encore d'une génération qui y croit, je pense qu'il faut aller vers plus de fédéralisme parce que c'est la seule chose. Regardez, si on parle aux Européens de sécurité en ce moment, parlons-leur de sécurité, c'est important, tous les pays se sentent menacés, chacun d'entre nous, on n'y arrivera jamais. La sécurité et le terrorisme ne sont pas dans les attributions européennes aujourd'hui. Pourquoi ça ne l'est pas ? Mais ce qui pose problème, c'est que tu en parlais toi-même, Ziad, la crise syrienne a été déterminante dans la crise de l'Europe, finalement indirectement, y compris par ces images des réfugiés. Or, avoir une politique sur la crise syrienne, ça signifie avoir une véritable politique extérieure, étrangère et de sécurité commune, ce dont on est extrêmement loin. Et quand bien même on ferait ce saut fédéral, il faudra des années pour y arriver. Or, là-dessus, il y a une espèce de temps qui s'accélère, c'est-à-dire l'histoire revient. Avec tout ce qu'elle a de tragique, avec sa grande hache, comme disait Georges Perec. Et là-dessus, l'Europe, finalement, son rêve, c'était d'être une grande Suisse, mais ça, vivant en dehors du monde et fondée sur une prospérité. On n'en a jamais été aussi loin. Donc, il y a une espèce de gouffre qui est en train de s'ouvrir entre les temps dans lesquels nous vivons et finalement une Europe qui a été faite pour une navigation en temps calme. C'est le mot le plus important, rêve. Il y avait un rêve européen. Il n'y a plus du tout de rêve européen. Oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, quand on écoute Juncker cette semaine, pour la première fois, on commence à parler très sérieusement des prémices d'une armée européenne. Tant qu'il y avait les Britanniques, ce n'était pas tellement possible. Mais là, cette semaine, puisque les Britanniques ne sont pas là pour râler tout le temps, l'Europe se dit, effectivement, nos 27 petits pays avec leurs armées, avec différentes capacités, ne pourront jamais faire front s'il y a une menace, etc. Et je pense que c'est là, quand on parle de rêve, moi je vous parle d'armée. Et c'est le jour où l'Europe sera capable de défendre ses frontières, quand on donnera les moyens que l'Europe existe vraiment, que l'Europe aura, et oui,
comme tous les États qui se respectent, des soldats et une armée. Enfin, c'est terrible. Jamais j'aurais pu penser que tu fais pas rêver des gens avec une armée. Moi, je pense que le nerf de la guerre, ça permet le rêve. On va y revenir tout de suite. On va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du débat.